Bonjour à tous et bienvenue sur Hors Média. Aujourd'hui, je reçois un invité exceptionnel, Meredith Oumounou, joueur professionnel de basket à Orléans Loiret Basket. Bonjour Meredith, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Mais écoute, moi ça va. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Meredith, donc comme je le disais en introduction, tu es joueur professionnel de basket à l'OLB. Tu es passé par Évreux, Aix-Maurienne, Nancy, Boulazac, Saint-Quentin, Bourg-en-Bresse. Tu as été champion de France de Pro B en 2017 avec Bourg-en-Bresse, en 2022 avec Nancy. Double vainqueur de la Leaders Cup avec Orléans en 2025 et cette année en 2026. Mais au-delà du terrain, tu es aussi un homme engagé, notamment à travers ton association Sikalobi. Donc on va en parler par la suite, qui agit pour sensibiliser aux enjeux environnementaux, à la pollution et à la gestion des déchets. Avec toi, on va parler bien sûr de basket, de ton engagement, de ta transmission et de ton impact au-delà du sport. Mais ma première question, Meredith, va être portée sur le basket. Comment tu es entré dans le basket ? Comment je suis entré dans le basket, c'est un rêve d'enfant. J'ai 5 ans et j'ai 2 grands frères qui adorent le basket, même ma grande sœur qui adore le basket et qui me font regarder une vidéo de Michael Jordan et des nombreux stars NBA qui s'appelle, je crois, NBA Star Volume 2. Et après, je tombe amoureux de ce sport. À partir de cet âge-là, je sais que je veux jouer au basket et devenir basketteur. Et ensuite, entraîné par mes frères et sœurs, et dont ma sœur, j'arrive à intégrer un club et après c'est lancé. Tu es passé par le centre de formation du Havre. Comment ça s'est passé ton arrivée en centre de formation ? À vrai dire, je commence à Bondy. Et en fait, moi j'habitais à 1 heure de Bondy, j'habitais à Sevran, donc je faisais beaucoup d'allers-retours pour aller aux entraînements. Et mon coach qui était Francis Crespin à l'ancienne me disait bon, écoute, ça fait un peu beaucoup pour toi, les études et le sport, est-ce que tu veux intégrer un centre de formation? J'ai dit ok, il m'a envoyé au Havre faire des tests, ça s'est bien passé. Et quand j'arrive là-bas, on est 10 nouveaux joueurs à peu près et 10 gros talents avec une intensité de compétition incroyable et je m'y attendais vraiment pas. Et dans cette compétition, je suis vraiment en bas de l'échelle. C'est compliqué pour faire son trou. Mais ça m'a forgé le caractère parce que quand j'étais à Bondy, j'arrivais un peu à surnager dans ma catégorie. Et là, je me rencontre avec des gens comme Fabien Causeur, donc on ne présente plus, c'est une légende du Real. Des joueurs comme Papsi, qui étaient draftés, des joueurs comme Rudy Jombi, Romain Duport, Yann Maini. Et donc du coup, aux entraînements, c'est une compétition incroyable. Et quand j'arrive là-bas, je passe 3 années, où j'arrive aussi à intégrer les entraînements avec le groupe pro. Et je progresse au fur et à mesure. Et je pense que les années de centre de formation, c'est les meilleures années parce qu'on a juste à se concentrer sur le plaisir du jeu et le fait d'atteindre ses objectifs. Tu as connu la Pro A et la Pro B, donc aujourd'hui Elite 2. C'est quoi la différence ? Il y a beaucoup de différences. Il faut savoir que notre Pro B, c'est la meilleure division d'Europe, la meilleure seconde division d'Europe. Dans le sens où elle est, au terme d'athlétique, elle est très, très intense, il y a du talent. Et la différence entre la Pro B et la Pro A, donc Elite 2 et Elite, c'est que en Elite, toutes les erreurs c'est pay cash, les joueurs sont beaucoup plus intelligents, le jeu est beaucoup plus fluide. C'est un jeu qui demande beaucoup de réflexion, mais tu vois qu'il y a vraiment beaucoup de talent. Et moi je trouve que c'est un jeu beaucoup plus plaisant. La Pro B c'est un peu plus fouillis, c'est un peu plus dur. Et c'est pour ça que c'est difficile aussi de sortir de cette ligue. Est-ce que durant toute ta carrière, tu as connu une trajectoire assez fluide ou bien tu as eu des embûches et des échecs ? J'en ai eu des embûches, des échecs. J'en ai eu un notamment à Cholet. Je sors de 3 ans de Pro B à Évreux, je signe à Cholet. En Pro A. En Pro A qui joue l'Euroleague.
et je passe une année à pas toucher pas voir le terrain. Donc c'est compliqué mentalement. En même temps, je joue et je m'entraîne avec des joueurs de talent et il faut que j'apprenne à gérer cette frustration et comment je vais rebondir. Et quand tu es jeune joueur, ne pas jouer, c'est la pire des choses. Donc ouais, il y a eu cette année-là où ce qui a été difficile. Puis après, il y a eu forcément les blessures. J'ai accumulé pas mal de blessures dans ma carrière. J'ai eu des grosses tendinites pendant des années. J'ai joué peut-être maintenant, étant donné que j'arrive à repousser les limites de l'âge, on va dire pas 50%, mais on va dire 40% de ma carrière à jouer avec des tendinites. Et ces tendinites-là m'ont forcément freiné, jusqu'à ce que je comprenne comment les guérir. Et ensuite, après, j'ai eu une déchirure à l'adducteur. J'ai eu une fracture du radius, avec une plaque et 6 vis dans le bras, que j'ai gardé pendant 4 ans, que j'ai fini par enlever parce que c'était encore pire voilà. Et puis, donc, il y a eu tous ces moments-là où c'était un peu compliqué. Des moments où, justement, quand je fais mon adducteur, je sors de Bourg-en-Bresse, où je fais faire des tests, enfin on va me faire des tests physiques pour retrouver une équipe en élite cette fois-ci, mais qui se passe pas forcément bien, mais ça c'est parce que c'était pas totalement ma forme physique qui faisait que je puisse pas signer là-bas. Il y avait d'autres intérêts derrière et qui me mettent dans le doute parce que finalement je recommence début de pré-saison, c'est la première fois que je connais ça où j'ai pas de club. Et je m'entraîne avec Nancy et après l'histoire fait que je signe à Nancy et que je reste longtemps. Mais il y a beaucoup de périodes de doute dans une carrière de sportif où vraiment on se pose la question de est-ce qu'on va arriver jusqu'au bout, est-ce qu'on va continuer, est-ce que c'est pas la fin, est-ce qu'on n'est pas, voilà, est-ce qu'on a fait le bon choix, est-ce qu'on n'a pas fait le bon choix. Et au bout d'un moment, quand on arrive à toujours essayer de surmonter, jamais, moi je me dis que si jamais c'est terminé, je peux pas arrêter. Je suis trop têtu pour laisser le destin me dire stop, c'est moi qui vais dire stop quand je veux. Et ben à ce moment-là, tu continues à avancer et passer les obstacles. Et quand tu passes les obstacles, tu te rends compte quand même que tu as fait un bout de chemin et il faut être fier. Et tu deviens aussi notamment capitaine à Nancy. Tu as aussi représenté la France en 3-3. Comment ça s'est fait ? Alors la France au 3-3, c'est en fait c'est le début du 3-3. C'est vraiment en 2012, personne ne connaît le 3-3. Je reçois un coup de fil, je crois, d'un ami speaker Jamil, qui était speaker à Nanterre, qui me demande si j'avais envie de faire du 3-3, qu'il y avait un stage d'équipe de France, tout ça, parce que j'étais ouvert, et j'ai dit ouais, pourquoi pas. Donc il donne mon nom, on m'appelle, j'y vais, et là, c'est une expérience incroyable. Franchement, la première expérience, on est 12 garçons, 12 filles, et on décide de faire un stage ensemble, j'ai jamais vu ça. Et pour le truc, c'est que pour les 2 premiers jours, on est à l'hôtel, et t'as les garçons d'un côté, les filles de l'autre, comme si c'était des clubs, tu vois. Au bout de 2 jours, j'étais avec Angelo Sakarakis et Ejbam, Jean-Baptiste Adolphe-Michel, et on se dit bon, on va arrêter ce qu'on fait, on va commencer à manger avec les filles, juste pour discuter. À partir de ce repas-là, on commence tous à se mélanger, et il y a une ambiance qui se passe. On commence vraiment tous à voir en synchronisé, parce qu'on ne connaissait pas les matchs, on ne connaissait pas le basket féminin à ce moment-là. Tu vois. Donc vraiment, ça me disait vraiment rien. Et finalement, on commence à s'intéresser l'un à l'autre, on voit qu'on a des choses en commun. Ça se voit aussi sur le terrain. Et pendant 1 mois, on s'entraîne pour préparer les championnats du monde. Okay. Et cette synergie qu'on a créée, là, elle se retrouve au fur et à mesure. Et de 12-12, on passe à 4-4. Et c'était avec beaucoup de talent, il y avait beaucoup d'envie, tout le monde voulait participer à cette compétition en Grèce. Et j'ai eu la chance de faire partie des 4 sélectionnés. Et après, c'était une histoire incroyable parce que, comme je dis, c'était le début du 3-3. On ne savait pas comment ça allait jouer, quel système il fallait mettre, des choses. Donc en fait, on a tout appris et tout créé ensemble. On s'est même donné un nom qui s'appelle les Pionniers, okay. qu'on avait gravé sur les bancs du site à Athènes. Mais les gens ne se rendent pas compte qu'aujourd'hui, quand je regarde du 3-3 et je vois des équipes, que ce soit de la Hollande, ou que ça soit des Serbes ou autres, qui reprennent des choses que nous on a mis en place en 2012, mais qui venaient de notre cerveau, et okay. On dit ça fonctionne, c'est énorme. Et c'est vraiment une fierté qu'on a, parce que
sur ces championnats du monde, on a performé. On a fait vice-champion du monde masculin, vice-champion du monde féminin et on fait champion du monde mixte. Donc ouais, c'était une expérience incroyable. C'est quoi une journée type dans la peau de Méridis? Réveil, je suis réveillé par ma fille. Okay. Je n'ai plus de réveil parce que de toute façon, elle se réveille avant moi. Elle me réveille, donc je me prépare et je la dépose à la crèche dans les coups de 8h30, puis j'ai entraînement à 9h. On a muscu de 9h à 10h. 10h, de 9h à 10h, de 10h à 11h30, on a entraînement, puis après il y a les soins, donc je rentre coup de midi 30 à la maison, je mange, je fais une sieste, puis je repars à l'entraînement, sûrement, de général, c'est 16h, 17h30. Là je rentre, je m'occupe de ma fille et je la fais manger. Bien sûr, ma femme me fait préparer à manger. Moi je ne prépare pas à manger. Mais je m'occupe de ma fille, je lui donne le bain, je la fais se coucher. Ensuite, je travaille un petit peu sur mon PC, que ce soit sur différents projets. Je pose un peu de temps avec ma femme et après je dors et je rebelote. Généralement, c'est la journée type. C'est la journée type. Ouais. Et le jour de match? Jour de match, c'est à peu près la même chose. Hein. Si ça tombe un samedi, je suis en entraînement, on a un shooting à 10h, 10h à 11h, puis je rentre, j'essaye de manger le plus tôt possible. Manger le plus tôt possible, dormir aussi assez tôt pour me réveiller vers les coups de 15h30, 16h. Là, j'essaie de me déverrouiller, faire un peu de yoga, faire un peu de relaxation, me détendre, me préparer. Et après, j'arrive à la salle vers les coups de 17h50. À 18h, on a une vidéo avec toute l'équipe pour repréparer le match, en tout cas pour se remettre dedans. Et puis après, c'est une routine de préparation, que ce soit un peu de muscu, un peu de réveil musculaire, tout ça avant d'aller sur le terrain. On parle beaucoup du physique au basket, mais le mental, ça représente quelle part? Pour moi, le physique et le mental, c'est complètement lié. On va dire c'est 50-50 parce que quand ton mental ne suit pas, ton physique non plus. Tu vois. Et le mental est très très important quand tu es sportif de haut niveau, que ce soit un sport collectif ou un sport individuel. En fait, c'est que le mental qui te drive. Il est toujours mis à rude épreuve, que ce soit au niveau de la compétition, que ce soit au niveau de l'exigence qu'on te demande sur le terrain ou en dehors, et aussi tout simplement de ta personne, parce que tu dois aussi avoir une image que les gens puissent apprécier, en tout cas se reconnaître dedans, tu vas être un exemple. Donc le mental, il est extrêmement important et je pense qu'il est sous-estimé. Il est très sous-estimé parce que on peut voir aujourd'hui, je pense que les gens comprennent qu'un joueur en confiance peut surperformer et peut aller au-delà de ses limites physiques. Et souvent, on pense qu'il suffit d'être physiquement prêt pour pouvoir mettre des paniers, pour pouvoir faire des bons matchs. Et les gens ne comprennent pas ça, que il est important que sa vie parfois soit en ordre pour qu'on puisse être pleinement focus sur le terrain. Tu es passé par beaucoup de clubs. Aujourd'hui, donc, tu joues à Orléans tous les jours devant pratiquement 8 000 à 10 000 personnes. Est-ce que tu ressens une forme de pression? Enfin, comment on gère ça, de jouer devant autant de monde? Moi, j'ai pas de pression. Vraiment pas de pression de jouer devant du monde. Non, j'aime ça. C'est plaisant d'avoir toutes ces personnes qui vous supportent ou même qui vous si je jouais, par exemple, si je jouais à comment ça s'appelle à l'extérieur devant autant de monde, ça me galvanise parce que c'est de la compétition. On est là pour gagner, on est là pour prendre du plaisir, mais on est là aussi pour faire rêver les gens. Et plus il y a de monde, plus tu arrives à performer. Moi, jouer à Comète devant 10 000 personnes, j'ai aucune pression en fait. Quand je viens, c'est comme si j'étais dans mon jardin, il y a du monde, il y a de l'excitation et ça peut aider à la performance, je trouve. Mais c'est aussi avec l'expérience que j'ai pu ne pas être inhibé par ce genre par tout le décorum au niveau du basket. Est-ce que Méridis doute encore après toutes ces années? Douter, oui. Non, le doute, ça fait partie. Je pense que ça fait quand même partie du sportif. Le tout, c'est pas de se laisser submerger par le doute. Et le doute, il arrive. Il faut se questionner de comment, pourquoi, et essayer de trouver la meilleure solution ou de retrouver un état qui te permet de le passer. Et donc, je pense que la méditation, le calme,
ça te permet aussi vraiment d'éviter que le doute se propage. Voilà, je pense pas que... Après, il y en a peut-être qui ne doutent jamais. Moi, je pense que le doute permet aussi de se remettre un peu en question, mais sans que cela t'affecte. Et il faut aussi que on parle d'ego pour quand on est sportif, qu'on a de gros égos. Il faut aussi vraiment savoir quel type de joueur tu es, quel type de personne tu es, et ne pas laisser les à côté ou une mauvaise période redéfinir la qualité et l'essence même que de ce que tu es. Et ça, je pense que tu l'as dans le sport, tu l'as aussi ailleurs. Quand tu as cette personne, quand tu as le fait de savoir vraiment quelle personne tu veux être, tu es, et quelle personne tu veux devenir, et quelle personne tu as confiance en le travail que tu mets devant toi, le doute viendra te questionner, mais est-ce que tu dois vraiment le regarder et le prendre en compte? Pas forcément. Dans une carrière aussi prenante que la tienne, est-ce qu'on arrive parfois à penser à autre chose que le basket? Ah oui, forcément. Ouais. Déjà, moi, je pense au foot. Moi, j'aime beaucoup le foot. Ah bon? Ouais. Et tu supportes quel club? À Paris. Champion d'Europe. Bon. Pour qui? Je suis marseillais et barcelonais, mais avant tout C'est des clubs, ça? Professionnel. Non, c'est pas des clubs, ça. Non. Mais non, franchement, j'ai de la peine pour toi. Non, mais... c'est pas grave. Non, mais ça va bien, ça va bien. Donc que tu supportes le Paris Saint-Germain. D'accord. Ah oui, Paris Saint-Germain, Okay. ouais, donc... non, j'aime beaucoup le sport, donc le foot, vraiment. Mais après, oui, moi, je pense qu'il faut avoir des à côté. Il faut avoir vraiment des à côté pour justement, quand tu parles de stabilité mentale, quand tu es vraiment à fond dans ton sport, il y a beaucoup de pression, beaucoup d'enjeux, tu as ta carrière à gérer, tout ça. En fait, il faut avoir des moments où tu peux te relâcher. Donc je sais qu'à un certain âge, quand tu as une famille, déjà tu penses à ta famille, tu passes du temps avec ta famille, avec tes enfants, avec ta femme, tout ça. Mais au-delà de ça, tu dois avoir des centres d'intérêt qui sont autres. Je trouve que la plupart des personnes qui performent vraiment au niveau et qui ont une stabilité mentale sur le long terme ont toujours... quelque chose qui performe. Moi, en NBA, il y en a qui construisent des Lego, d'autres qui aiment la lecture, d'autres qui ont... Peu importe ce que tu as, mais on a tellement stigmatisé les sportifs avant, dans le sens où voilà, ils étaient bons à faire qu'une seule chose, alors que c'est des personnes qui parlent par différentes langues, qui voyagent, qui investissent, qui entreprennent, qui font des choses que la plupart des personnes ne font pas, parce qu'ils sont ouverts déjà à eux-mêmes et ouverts aux autres. Et je pense que c'est important de l'être. Donc oui, moi... au-delà de ce que je fais, de que je suis en tant que basketteur, voilà, j'ai des projets ailleurs. Voilà, j'ai mon association sur laquelle je travaille. J'ai des projets d'entrepreneuriat aussi. Donc au-delà de ça, souvent moi je suis beaucoup plus fatigué par ce que je fais à côté mentalement que par le basket. Et ça m'a permis, moi je pense à un moment donné, de plus performer au basket du fait que je puisse faire autre chose. Aujourd'hui, tu mets ton image et ton statut au service de tes convictions. Qu'est-ce qui t'a amené à ça? Moi, je pense que c'est déjà mon éducation d'abord. Mon éducation, j'ai toujours, avec mes parents, mes frères et sœurs, on a toujours eu ce besoin de créer de la valeur, de créer de la valeur chez l'autre, d'être ouvert. Voilà. Moi, je suis chrétien, c'est aime ton prochain. Donc, quand j'étais petit, je t'ai dit, à 5 ans, j'avais un rêve, c'était de devenir basketteur. Mais quand on me posait la question, qu'est-ce que tu veux faire plus tard, je disais, je veux devenir basketteur, et ensuite, je veux créer quelque chose en Afrique. Et les gens me disaient, mais pourquoi? Et je dis, c'est comme ça. Et je pense que c'est quelque chose que Dieu m'a mis en moi, dans le sens où j'ai toujours eu cette ambition. Et au bout d'un moment, à force de faire quelques voyages, je me suis rendu compte de la situation dans laquelle étaient les pays que je voyageais, donc le Congo, et j'ai vu qu'il y avait une vraie problématique au niveau des déchets, que je pouvais impacter ou peut-être aider ou avoir le temps, parce que quand je suis sportif, j'ai du temps, savoir comment moi je pouvais faire pour aider à ce moment-là. Et avec mon meilleur ami, qui est aussi d'origine congolaise, Nixon Boyo, on s'est posé une fois, c'était le Covid, donc on s'appelait tous les jours, on se dit, bon, on peut plus faire d'autres projets, qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment qui nous anime, et on avait le même projet. Et du coup, on a essayé de se dire, élaborons quelque chose qui puisse avoir de la valeur, concrètement, en Afrique. Et c'est comme ça que les choses sont venues vraiment... je pense que ça ne s'explique pas exactement, mais moi, c'est quelque chose que j'ai eu en moi dès très tôt. On est aujourd'hui au cabinet chiropratique. Ryan est ton chiropracteur.
qu'est-ce qui t'a amené à la chiropraxie? Alors, quand j'étais à Nancy, je voyais déjà une chiro. En fait, quand je suis arrivé à Nancy, comme je t'ai dit, je sortais d'une blessure à l'adducteur à Bourg-en-Bresse. Et il y a un préparateur physique qui s'appelle Arnaud, je ne me rappelle plus trop son nom, qui m'a dit, bon, toi, vu tes problèmes, parce que c'est vrai que j'étais un peu cassé, il me dit, tu devrais faire de la chiropraxie. Donc il me trouve un numéro, et je vais voir un chiropracteur, une chiropracteuse qui s'appelle Camille Ross. Et pendant mes 6 années là-bas, elle me suit constamment, à l'image de peut-être une fois ou 2 fois, une fois toutes les 2 semaines. Et je vois, en fait, j'ai toujours eu quelques fois des ostéos, mais la chiropraxie, j'étais un peu novice. Donc je vois que ça m'aide, en fait, vraiment. Ça fait un peu complémentaire avec tout ce que je faisais avant pour amener mon corps à la performance. Et au fur et à mesure que ton âge avance, ton corps vieillit, tu commences à avoir des routines qui te permettent aussi de te sentir bien. Et quand je suis arrivé, quand je signe à Orléans, c'est Ryan qui m'envoie un message et tout. Okay. Si tu as besoin, voilà, je suis un cabinet de chiropracteur, j'aime bien bosser avec toi, enfin, si tu as besoin de. Et moi, quand j'arrive ici, je me dis, bah ok. D'abord, moi, je suis toujours méfiant, donc je me dis, bon, je vais voir un peu. Et finalement, peu de temps avant que j'arrive, je dis, bon, je vais lui envoyer un message et je vais voir comment ça se passe. Et Ryan, c'est une personne formidable, ça a cliqué directement. Et depuis, il me voit une fois par semaine. Okay. Et son apport, il est important dans le sens où les semaines où je suis pas avec lui, où je le vois pas, je vois la différence de mon corps et je vois exactement où je sais, où moi je commence à connaître vraiment mon corps, je sais les micros blocages que je peux avoir. Et quand j'arrive ici, j'aurais besoin de lui dire. Je sais qu'il va trouver. Et il trouve des choses que moi je ne sais pas non plus. Il est fort sur Ryan, hein. Il est fort. Et du coup, ça me permet, voilà, autant physiquement que mentalement, quand je sors d'ici, je suis plus calme, je suis apaisé. Et souvent, ça se passe quelques jours avant le match, 2-3 jours avant le match, et j'arrive à arriver dans le match avec de la sérénité. En parallèle de ta carrière, donc tu es aussi engagé avec ton association Cicalobi. Est-ce que tu peux nous expliquer déjà comment est née cette association ? Ouais, comme je te l'ai dit, c'était à l'année du Covid. Donc, avec mon meilleur ami, on a pensé à. En fait, on avait une entreprise d'événementiel. Et Covid, on se dit, bon, on va la fermer. Et qu'est-ce qu'on peut faire d'intéressant ? Et c'est là on a pensé à trouver d'abord un moyen d'aider à nettoyer les déchets. Les déchets dans les villes, dans la ville de Kinshasa ou de Brazza, parce que moi je suis de Brazza, lui de Kinshasa, et on se disait comment on peut faire pourquoi il n'y a pas de système clair de collecte, de tri, de déchets, tout ça pour nettoyer. Et en fait, on a fait pas mal de recherches. Pendant peut-être 1 an et demi, on a fait des recherches, on a commencé à potasser, on a rencontré des ingénieurs en gestion des déchets, des rudologues, on a visité des centres de tri, on a regardé dans ce qui se faisait dans d'autres pays, tout ça. Et on a vu des systèmes qui pouvaient fonctionner, mais des systèmes qui pouvaient s'auto-financer. Et on a vu aussi que c'était des systèmes qui demandaient énormément d'argent. Voilà, étant donné qu'on travaille tous les deux, moi je suis basketteur, lui il travaille à côté, on se dit c'est pas maintenant qu'on va devoir lancer ce projet, même si on l'a complètement mis sur papier. On a cherché, on a vu pour faire des études sur terrain, ainsi de suite, et on s'est dit bon, il y a une chose aussi qu'il faut absolument changer en Afrique, c'est la mentalité. La mentalité, et ça passe par la sensibilisation, par des campagnes. Et qui on doit sensibiliser en premier ? Forcément la jeunesse. Donc on a commencé à se dire, écoute, ce que nous on peut faire à notre échelle maintenant, et avoir un acte, parce qu'on ne peut pas attendre des X années pour pouvoir agir, c'est de créer une entreprise qui va collecter et trier les déchets tout de suite. C'est de créer une association où on va pouvoir intervenir dans les écoles. On va pouvoir intervenir auprès de la population directement et commencer à changer les mentalités. Donc on a construit tout un programme de sensibilisation. On s'est entouré aussi encore d'une organisation qui s'appelle Happy Green World, qui fait des livres éducatifs pour les enfants. Okay. On leur a demandé de faire un livre éducatif pour le Congo, et on a participé à ce livre-là qui s'appelle Congo Bopeto. Donc on a ce livre-là
qu'on a imprimé et qu'on a envoyé à Kinshasa, où là on a des bénévoles en fait qui interviennent dans les écoles, et qui vont avec ce livre après des jeunes, où ils suivent donc l'histoire de 2 enfants qui nettoient les rues et qui enlèvent les déchets catégorie par catégorie. Donc d'abord les papiers, ensuite les plastiques, ensuite les déchets végétaux. Et en fait, ça leur apprend comment trier et comment est leur environnement une fois les déchets nettoyés. Et on a aussi un livre d'activités qu'on peut donner aux professeurs pour qu'ils puissent faire des activités. Donc soit nettoyage de rue ou que ça soit aussi des activités de transformation de déchets directement. Donc tout ça, ça a été mis en place par Penguin World, nous on a repris, et on a essayé d'organiser des marches vertes aussi sur place, où on prend maintenant des jeunes de quartier. Voilà, le taux de chômage est très important, donc ce qu'on fait, c'est qu'on leur paye un peu la journée, mais on les demande de nettoyer des zones bien précises. Mais tout ça, ça a été, comme c'est de l'associatif, c'est financé par nos propres moyens au début. On a l'association on l'a ouverte en 2024. Donc là, pour le moment, ce qu'il nous faut, c'est donc avoir des financements qui nous permettent de faire plus d'actions. Parce que voilà, c'était vraiment nos fonds propres au début, et puis là maintenant on essaie d'avoir ça, donc de structurer. Parce que là-bas sur place, on n'a que 2 bénévoles. Ici, on est 2 à travailler dessus dès qu'on peut. Mais je te cache pas qu'avec le basket, c'est quelque chose qui est très très prenant. Et c'est difficile de tout gérer à distance. Et du coup, justement, comment on peut faire pour vous aider dans cette cause-là? Tout simplement, déjà dans des dons, on a le site www.cicalobi.org. Vous avez aussi, vous pouvez donner de l'argent à Hello Asso, Cicalobi. Ensuite, nous, ce qu'on veut, c'est structurer l'association. Donc, on cherche des bénévoles ici parce que maintenant, on a déplacé l'association sur Orléans. Okay. Pour pouvoir faire des actions sur Orléans, on a prévu de lier l'écologie au sport sur Orléans. Donc, on a des actions qu'on veut mettre en place. Donc, on va chercher des bénévoles pour ça. Le 17 avril, on a un match OLB hier-Toulon où l'association Cicalobi sera partenaire. Donc, on va faire le coup d'envoi et on aura une tombola. Donc les gens pourront venir prendre des billets de tombola, ils pourront acheter aussi des petits merchandising en nos associations pour nous soutenir. Et il y aura beaucoup de lots à gagner, il y aura des ballons OLB, il y aura des maillots signés, des baskets de certains joueurs. Il y aura aussi, on pourra assister à un entraînement. Okay. Et il y aura un déjeuner avec deux joueurs qui sera offert aussi à gagner. Donc faut pas rater ça, et ça nous permettra de faire connaître l'association. Et pour toutes les personnes qui veulent être bénévoles, ils pourront s'inscrire. Nous, on cherche des community managers, on cherche des gens qui sont dans l'administratif, on cherche des gens qui sont prêts à nous aider et à structurer notre association, remplir les rangs, voilà. C'est important pour toi de passer aussi par le sport afin de sensibiliser. Forcément, tu vois, le sport c'est ma passion et l'écologie est devenue une passion parce que voilà, maintenant je vais pas dire que je suis écolo, mais j'essaye absolument d'être écolo. Et pour moi, je pense que le sport, ça véhicule des valeurs de partage, des valeurs humanistes. Et l'écologie aussi, c'est ce qu'on va laisser aux futures générations. Donc moi, quand je suis sur le terrain, ce qui me plaît le plus, c'est de faire rêver les enfants. Mais pour les faire rêver, il faut quand même leur donner une terre qui sera belle et qui sera saine. Donc pour moi, c'est vraiment une transmission dans les deux. Tu trouves que ça donne encore plus de sens à ta carrière ? Ma carrière, non, peut-être pas, mais ce qui est important, c'est que voilà, je sache ce pourquoi je fais, ça donne du sens à ma vie, ça donne du sens à mes convictions, ça donne du sens pourquoi je me lève. Le matin, je me levais pour jouer au basket ou pour ma famille, là je me lève pour ça, mais je me lève aussi pour me dire, bon, j'ai un objectif à réaliser, et me connaissant, je ne vais pas m'arrêter sans que je l'ai réalisé. Au moins, me rapprocher de ça. Donc oui, ça donne du sens à ma vie en tout cas. J'ai 2-3 dernières petites questions, Meredith. C'est quoi l'objectif de la saison aujourd'hui avec l'OLB ? L'objectif a été annoncé clairement, c'est la montée. Voilà, il y a 2 options pour la montée, c'est la première place qu'on a malheureusement laissé échapper à Roanne, et ensuite c'est les playoffs. Donc le but c'est d'arriver en playoffs et de les gagner, et pour ça il va falloir qu'on prenne un maximum de confiance, qu'on soit prêt physiquement. Là on subit pas mal de blessures, de choses comme ça, mais
on a encore le temps de se rattraper et d'être prêt pour affronter le play-off et essayer de les gagner. J'ai une question foot. Le Congo s'est qualifié pour le mondial 2026. J'imagine que tu as suivi ça attentivement contre la Jamaïque. Qu'est-ce que ça représente pour toi, 52 ans après, d'avoir la République démocratique du Congo au mondial? Franchement, c'est un plaisir. Moi, comme je dis, je suis du Congo-Brazza, ma femme est Congo-Kinshasa, mais moi, je fais jamais de différence. Voilà, moi, je connais exactement l'histoire de l'Afrique et l'histoire du Congo et des 3 Congos, si on veut aller plus loin, parce que c'est un royaume avec l'Angola. Donc, pour moi, c'est une fierté. Ça fait plaisir à tout un peuple de voir son équipe. C'est aussi un travail aussi, parce que ça fait un certain temps qu'il structure. Cette équipe et que voilà, je pense que c'est bien de remonter sur la scène internationale en tant qu'équipe nationale et voilà, ça va donner de la fierté. J'espère qu'ils vont performer et qu'il y aura des belles surprises pour le peuple congolais. J'ai un t-shirt qui est là. Oui. Un pull, ça s'appelle Free Congo. Ok. Ça a été fait par la marque Kin Label. D'accord. C'est un jeune créateur. C'est un jeune créateur franco-congolais qui est basé à Bordeaux, qui a fait ce t-shirt-là, voilà, qui rappelle en fait tout ce qui se passe, les atrocités qui se passent au Congo, dans l'est du Congo, voilà, la guerre qu'il y a. Il a fait ce t-shirt-là à cette occasion. Moi, l'année dernière, j'avais pris position lors des événements à partir de mars où il y a eu encore l'invasion du M23 et qui a fait de nombreux morts et que je comprenais pas qu'on n'en parlait pas autant que de ce qui se passe au Moyen-Orient. Et ce jeune Congolais a fait ce pull-là qui a bien voulu me passer, donc je le mets toujours en valeur. N'hésitez pas à aller sur son Instagram, Kinlabel, et de l'aider à continuer à faire son art et à lancer des messages comme celui-ci. C'est un magnifique pull en tout cas. Merci beaucoup Meredith pour ton temps et pour tous tes messages. Merci également à Ludo et à Ryan de nous avoir accueillis ici dans son cabinet. Et merci à vous de nous avoir suivis sur Hors Média. À bientôt pour un nouvel épisode.